Bonjour Daniel Tartakovsky. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Regard. Vous êtes historienne, spécialiste du XXe siècle et de son histoire politique même, et tout particulièrement de la gauche. Vous avez aussi été présidente de l'Université Paris 8 de 2012 à 2016. On va revenir sur les questions universitaires, mais d'abord une question. Quel autre regard est-ce que vous nous proposez aujourd'hui, Daniel Tartakovsky? Mon regard, c'est celui de quelqu'un qui a milité toute sa vie, qui était plutôt dans une culture d'opposition, et puis qui un jour s'est trouvé président d'une université et qui a dû penser la contradiction entre un regard un peu théorique sur ce qu'il fallait changer et le concret et le quotidien. Donc comment ne pas se renier sur un terrain où on était à la fois élu par des collègues sur un programme conforme à mes valeurs et à mes engagements, et en même temps fonctionnaire d'autorité amené par essence à faire appliquer la loi. Et vous avez réussi à rester une militante tout en étant présidente? C'est un peu la conclusion de mon ouvrage, c'est que mon rapport à la politique, que moi je n'ai pas changé, mais que mon rapport à la politique ayant changé, j'ai fait de la politique autrement. Et je crois qu'en ce moment l'essentiel c'est de faire quelque chose. Donc pour moi ça a été une manière autre de décliner ce à quoi je tiens. Alors cette semaine à l'Assemblée nationale a terminé la première lecture de son projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants qui vise, je cite, à tourner définitivement la page du tirage au sort et à lutter contre l'échec en licence. Alors il prévoit notamment la mise en place de la sélection à l'entrée de l'université. C'est une bonne chose selon vous? Le terme sélection n'est soigneusement pas dans le texte. Oui, bon, c'est ça. Mais... Écoutez, comme je l'ai dit à plusieurs reprises à d'autres journalistes, chaque rentrée, enfin en tout cas les 4 rentrées où j'étais présidente, mais c'était vrai pour mes prédécesseurs, nous alertions les médias sur le fait que nous n'avions plus un mètre carré disponible et plus une heure complémentaire disponible et pas d'argent pour payer des heures complémentaires, et que nous sommes confrontés à une croissance que nous saluons du nombre d'étudiants. Il y en aura 150 000 de plus en 4 ans. Et je dois dire que les alertes que nous lancions chaque rentrée avaient assez peu d'écho. Alors d'une certaine manière, je me suis félicité des dysfonctionnements de APB, parce que grâce au dysfonctionnement de APB, brusquement, ce problème qui n'est pas un problème neuf a pris plus d'écho. Alors à partir de là, il y a eu une opération de communication remarquable de la part du gouvernement, parce que on a mis en avant la question du tirage au sort qui concernait une frange d'étudiants dans des disciplines bien précises, et ça donne ah bon, vous n'êtes pas pour le projet, donc vous êtes pour le tirage au sort, ce qui est évidemment une manière quelque peu abusive de poser le problème. De surcroît, donc pour le moment, on est en train d'apporter des réponses à la faveur d'une opération de communication qui a amené l'opinion publique à prendre conscience qu'il existait un problème, mais à mal saisir les problèmes. Nous manquons de place dans les universités, nous manquons de postes dans les universités. Nous avons les uns et les autres mis en place, nous avons bricolé, au meilleur sens du terme bricolé, en mettant en place des dispositifs qui nous permettaient d'essayer de lutter contre l'échec indéniable en premier cycle. Si je prends l'exemple de Paris 8, donc en Seine-Saint-Denis, le conseil départemental nous a financé en AES, où le recrutement est un recrutement très 93, administration, économie, gestion. Vous coupez, gestion, ça ne fait pas S. Il nous a financé une université d'été qui nous a permis, je dirais, d'acclimater une cohorte d'étudiants qui nous avait été recommandés par les proviseurs ou qui s'étaient spontanément présentés à nous. C'était très malin pédagogiquement. On avait créé un studio radio dans lequel ils devaient monter une émission de radio à partir de l'enseignement. Enfin, ce n'était pas de l'enseignement, c'était de l'acclimatation qui leur avait été donnée, et sur l'établissement et sur la discipline, les disciplines, on a constaté au terme de l'année qu'on n'avait pas eu de décrochage de cette cohorte. Bon, on sait faire, on a tous bricolé, on sait faire, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens d'étendre cette expérience. Mais ça ne résout pas le moyen de la surpopulation. Donc on est en train de nous donner une réponse qui, évidemment, on ne peut pas être pour le tirage au sort, on ne peut pas être pour l'échec au premier cycle, enfin, évidemment, si c'est oui ou non. Et donc on est pour le projet de loi. Non, on n'est pas pour le projet de loi,
parce que le projet de loi ne répond pas à une croissance très importante du nombre d'étudiants pour laquelle nous ne disposons pas des moyens. Alors, vous n'êtes pas pour le tri, vous n'êtes pas pour la sélection à l'entrée. Alors, du coup, c'est quoi l'alternative? Mais non, l'alternative, c'est effectivement de faire en sorte que... Je pense que l'articulation terminale première année est quelque chose d'important, mais là encore, souvent on réinvente la poudre parce que les uns et les autres, et en tout cas c'est vrai pour mon université, nous avons créé de longue date des liens assez forts, voire quelquefois très forts, avec les lycées environnants. Nous allons faire à leur demande des cours ou conférences dans les lycées. Nous faisons non seulement des journées portes ouvertes, mais des cours ouverts. Donc ce lien, il faut le travailler. Mais on nous donne un certain nombre de recettes que nous connaissons, mais pour lesquelles nous ne disposons pas des moyens qui nous permettraient de les systématiser. Et bon, de surcroît, la réforme est mise en place de manière extrêmement rapide et aucun universitaire conséquent n'imagine qu'il va pouvoir dans de bonnes conditions étudier les dossiers. Donc si je vous suis bien, il faut juste plus de moyens pour l'université et on résoudra... Présenter comme ça, on est dans le quantitatif et il faut pour mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs que nous connaissons les uns et les autres, dont nous avons une assez bonne maîtrise, mais c'est pour les mettre en place, disposer de plus de moyens. On a l'augmentation du budget est de 1 milliard sur 5 ans, les organisations syndicales chiffrent pour répondre à la réforme telle qu'elle est mise en place à 1 milliard pour la première année, compte tenu de l'augmentation du nombre d'étudiants. Bon, je sais bien que les difficultés budgétaires sont ce qu'elles sont, mais nous avons été un certain nombre à avancer l'idée que les dépenses d'enseignement et de recherche étaient des dépenses productives qui devraient être déduites des déficits tels que calculés par Bruxelles. Ça avait été mis en avant dans le rapport Stranès qui avait été commandé par le gouvernement précédent et qui est parti aux oubliettes. On accuse souvent les classes populaires, l'arrivée massive des classes populaires à l'université d'avoir fait baisser le niveau des universités. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? C'est un petit peu un marronnier, hein, vieux comme l'université. Non, je crois qu'il y a nous sommes confrontés à des mutations majeures et à un public qui est un public diversifié. C'est ce qui fait aussi la richesse de l'université, à la condition qu'on soit capable d'être en prise sur la diversité et d'inventer avec cette diversité, et quand je dis diversité, c'est évidemment une diversité sociologique, hein, qu'on soit capable d'inventer avec elle l'université de demain. Donc l'université pour tous, c'est pas une utopie, ça peut être une réalité. Ça peut être une rivalité à condition de transformer l'ensemble des acteurs l'ensemble de ceux qu'on appelle les usagers en acteurs, de la même manière qu'il faut que les collectivités territoriales et nos partenaires extérieurs deviennent des acteurs. Mais est-ce que l'université publique, ce ne serait pas un mammouth un peu encore plus gros que celui de l'éducation nationale et qu'on aurait du mal à faire bouger? Je parle du corps professoral, mais aussi peut-être des étudiants. Si vous voulez, c'est intéressant de comparer avec ce qui se passe en 69 après la loi Faure. Après la loi Faure, il y a la constitution d'université à partir de l'existant sur la tabula rasa, hein, le centre expérimental de Vincennes et de Dauphine. Et la reconstruction se fait à partir du volontariat. Les uns et les autres se recasent à partir de projets, et s'agissant du centre expérimental de Vincennes, à partir de projets extrêmement novateurs. C'est beaucoup plus facile de construire des projets en prise sur des mutations, et Dieu sait que 69 était un moment de mutation majeur, quand on vient sur la base du volontariat et ensemble, que de le faire à partir d'un corps d'enseignants-chercheurs qui sont là de longue date. C'est clair qu'en tant qu'enseignants-chercheurs, et je vais dire je aussi, nous sommes beaucoup plus à l'aise dans la reproduction que dans l'innovation. Donc il y a une nouvelle génération qui arrive, mais cette nouvelle génération, elle arrive confrontée à d'autres, et donc c'est effectivement difficile à bouger. Bon, mais si je vous nomme par exemple ministre d'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est quoi vos premières mesures? Mais, on ne peut pas raisonner comme ça, parce que le ministre de l'Enseignement supérieur, je veux dire, Dominique Vidal, Bon, alors présidente de la République.
Vous êtes élu président de la République, donc vous avez quand même beaucoup de oui, mais marge de manœuvre. Le problème c'est Bercy, et Bercy, il y a quand même une articulation alors, je avec nomme ministre d'éducation, ministre de l'économie et ministre de l'éducation. Encore une fois, le rapport Stranès, qui avait été élaboré à la demande du ministère et du gouvernement, disait que pour financer un certain nombre de mesures qui étaient des mesures extrêmement intéressantes dans le rapport Stranès, il fallait qu'il y ait une demande, mais qui soit une demande conjointe d'un certain nombre d'États, ou en tout cas d'acteurs de différents États, auprès de Bruxelles, sur la question des déficits publics. Tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là et que la question des déficits publics sera le barrage à toute évolution, on se cogne contre un mur. Alors aujourd'hui, on a l'impression... Dominique Vidal a fait ce qu'elle peut, son budget a augmenté. Mais... Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de mobilisation du côté des facs et des universités. Il y en a très peu. Il y en a très peu, pourquoi? Il y en a très peu, mais je crois que... encore une fois, cette réforme est passée de façon intelligente du point de vue des stratégies gouvernementales. Et c'est très difficile de dire on est contre, parce qu'on ne peut pas être contre des mesures qui se réclament d'une meilleure réussite, on ne peut pas être contre des mesures qui se réclament d'un meilleur accueil. Mais il y a beaucoup de choses qui se présentent sous cette forme-là. La loi LRU, par exemple, il y a 10 ans, elle se présentait aussi sous cet aspect-là. Et pourtant, il y a une mobilisation qui était quand même assez massive. Il n'y a pas eu de mobilisation massive sur la loi El Khomri. Nous sommes dans une phase, pour des raisons qui débordent la question de l'enseignement supérieur. Alors chacun espère que l'autre va se mobiliser et que ça enclenchera le processus. S'agissant de cette réforme qui, encore une fois, à la lecture, c'est difficilement démontrable. J'ai fait un débat avec Dominique Vidal très rapidement, où je fais preuve de procès d'intention, où je dois m'arrêter dans ce que je pense qu'une fois rentré dans la pratique, on sera confronté à des problèmes, mais là, du point de vue de la mobilisation, je crois un peu aux critères de la pratique. Mais les universitaires et les étudiants ont baissé les bras dans leur demande de plus de moyens? Non, mais ça ne se présente pas comme plus de moyens. D'abord, puisque vous m'avez parlé des déficits européens. Oui, mais comme me l'avait dit il y a 4 ans une journaliste du Monde, elle m'avait dit vous êtes complètement inaudible. C'était quand on avait fait une pétition avec une douzaine de présidents. Et on terminait par Madame la ministre prenait la masse salariale. Premièrement, on est très minoritaire à la CPU à être sur ces positions-là. On l'était il y a 4 ans et je ne pense pas que ça se soit arrangé avec les nouvelles élections. Et elle m'avait dit vous êtes complètement inaudible parce que pour le pays, la santé, l'enseignement primaire et secondaire, le logement, c'est des questions qui sont éminemment plus prioritaires que l'enseignement supérieur qui n'apparaissent pas comme une priorité. Oui, mais si on reste exclusivement sur la question des moyens, on est encore plus inaudible que si on essaye d'expliquer ce qu'on veut faire et pourquoi ce qu'on veut faire. Et l'université qu'on veut construire nécessite de plus grands moyens. Sinon, je crois qu'on ne sera pas entendu. Si vous voulez, moi, en tant que présidente, ce qui m'a absolument passionnée dans ce travail, et peut-être plus en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs, c'est qu'on est amené, donc j'ai été amenée à avoir des contacts avec toutes les collectivités territoriales et aussi un certain nombre d'acteurs sociaux, alors à la fois des associations mais aussi des entreprises. Juste après mon arrivée à la présidence, j'avais organisé une après-midi de débat où on avait invité des acteurs sociaux. Alors il y avait à la fois Patrick Braouzek, la directrice des Archives nationales, un chef d'entreprise, le président de AIDS, etc. C'était à la fois à différentes échelles. Et on leur avait demandé, c'était eux qui parlaient, de quelle université avez-vous besoin? Moi, il me semble que si on ne parvient pas, et là il y a peut-être une responsabilité des universitaires et de l'université, si on ne parvient pas avec d'autres acteurs, avec les acteurs du terrain social, les politiques, à construire l'université du XXIe siècle, le titre n'était pas de moi, mais finalement il est important, effectivement nous ne serons pas audibles. Donc si nous partons de l'université dont le pays et la nation, je tiens à nation, a besoin, à partir de là on réfléchit à
quel type d'enseignement? Il faut revoir notre enseignement premier cycle. Il y a des vraies réformes qualitatives à apporter. Mais c'est vrai que dans une situation où on n'a pas les moyens, où on n'a pas un mètre carré, on a fait des travaux importants à Paris 8, il a fallu qu'on loue des logements à l'extérieur parce qu'on faisait des travaux sur site et qu'on n'avait pas une salle pour déplacer les collègues. On n'a plus un mètre carré pour toute la région parisienne. Et est-ce que la solution, ce ne serait pas de créer justement, de renforcer les pôles d'excellence, de renforcer par exemple le rôle des grandes écoles? Alors moi, c'est un débat. Alors, sur les grandes écoles, je ne sais plus qui écrivait, mais c'est tout à fait juste, que là, c'est l'université qui joue le rôle de variable d'ajustement, et il faudrait faire en sorte que l'ensemble des structures, dont on sait qu'elles coûtent beaucoup plus cher un étudiant en classe préparatoire coûte beaucoup plus cher qu'un étudiant en université, mais il faudrait faire en sorte d'augmenter le nombre de places dans ces structures qui sont des structures sélectives. Et je vais revenir après sur le problème global des pôles d'excellence, de manière à ce que l'université ne soit pas la seule structure d'ajustement à absorber ces 150 000 étudiants qui arrivent en 4 ans. Enfin, c'est énorme. 150 000 étudiants, c'est 6 universités de taille moyenne telles que Paris 8. Ça ne veut pas dire qu'il faut en créer des nouvelles, mais ça veut dire que ça pose un vrai problème qui est quand même aussi un problème quantitatif. Alors, on accuse souvent l'arrivée massive des classes populaires. Attendez, je voudrais quand même revenir sur les pôles d'excellence parce que voilà, moi ce qui me... C'est assez malin, encore une fois, en termes de stratégie politique. Mais il y a quelque chose à dénoncer. On procède par à-coups successifs. Et tout ça se passe en même temps. Il y a toute une politique qui est engagée depuis maintenant une dizaine d'années sur la mise en place de pôles d'excellence qui obtiennent des financements importants. S'agissant de Paris 8, nous avons un LABEX Art et médiation numérique qui a une réputation nationale et internationale. On a un master sur les questions du numérique qui est également excellent. Il y a beaucoup plus de moyens et donc ça donne des résultats qui sont des résultats spectaculaires. J'ajoute que j'ai pu constater en 4 ans que dans la mesure où ils associaient d'autres collègues, on a vu des collègues qui étaient un petit peu réticents à certaines mutations, sur la transdisciplinarité bien comprise, sur le rapport au numérique, se rapprocher. Et il y a un petit peu une révolution dans les têtes qui s'est faite parce qu'il y avait beaucoup d'argent, enfin, en tout cas beaucoup plus qu'ailleurs. Bon. Ce phénomène s'accentue puisque le dernier programme d'investissement d'avenir, qui sont des programmes c'est de l'argent qui est accordé par un jury international, pourquoi pas, dans lequel le ministère de l'Enseignement supérieur n'est pas représenté, alors que le commissariat général à l'innovation est représenté et joue un rôle absolument décisif. Il y a eu un rapport qui disait c'est très bien pour le ministère, rapport Sitterman pour le ministère de l'Enseignement supérieur, c'était juste à la fin des fonctions de Thierry Mandon, qui disait c'est très bien les PIA parce que finalement la loi Fioraso, ça n'a pas produit des effets aussi rapides qu'on l'escomptait en termes de construction de grands ensembles. Donc grâce aux PIA, c'est-à-dire qu'on utilise des mesures qui n'ont pas été votées par l'Assemblée et des financements qui ne sont pas budgétés pour transformer en profondeur l'université. Les derniers projets mettaient en place des écoles universitaires de recherche, master recherche. Ça suit son cours. Ça va donner des résultats, c'est indéniable. Ça suit son cours. Nous en avons une à Paris 8, je veux dire, il y a un côté schizophrénique. Sur mon regard initial, c'est bon, mais à un moment donné, ça serait suicidaire de ne pas aller chercher. Et c'est des facteurs de mutation qui sont des facteurs de mutation nécessaires et importants. Le problème, c'est que simultanément, brusquement, on se retourne sur les premiers cycles, on met en place des mesures d'une toute autre nature. Il y a de moins en moins d'articulation entre ce qui se met en place dans ces pôles d'excellence qui, en dehors du nom, répondent indéniablement à des projets en prise sur le monde d'aujourd'hui et sur un certain nombre de ses besoins. C'est indéniable. Et moi, dans l'ouvrage, j'ai été amenée à faire une comparaison avec ce que dit Saskia Sasken sur la ville globale. Et d'une certaine manière, je disais université globale pour une interrogation. Quelquefois, il y avait des collègues qui disaient personne ne va fermer une université. Bien sûr qu'on ne va pas fermer des universités. Mais alors, il y a des inégalités territoriales qui se sont creusées avec les phénomènes de concurrence et de financement. Il y a toutes les universités
qui n'ont pas d'école universitaire de recherche, et ça dans 10 ans, on verra le résultat. Et en même temps, à l'intérieur d'une université comme la mienne, mais comme d'autres, on a des secteurs qui disposent de financement accru, qui s'inscrivent dans les réseaux de la mondialisation, et au meilleur sens du terme, encore une fois, en répondant à des questions qui sont des questions majeures. Et puis à côté, c'est-à-dire dans la salle d'à côté, on a les angles morts de la mondialisation, de la même manière que dans la ville globale, on a ces angles morts dont parle Saskia Sasken, avec les camps roms ou le marché de la misère qu'on a à quelques dizaines de mètres d'ici. Donc on a plein de vitesses différentes, même au sein de l'université. C'est une politique. Du coup, le constat que vous faites, c'est que l'université renforcerait même presque les inégalités. Oui, mais ça, Bourdieu l'avait déjà démontré. On a des dispositifs à plusieurs vitesses qui s'assument comme tels. L'intelligence de la politique à l'œuvre. Et de ce point de vue-là, la loi Pécresse et la loi Fioraso ont fait le gros du boulot, donc il n'y a plus qu'à tirer sur les fils. Donc c'est moins visible, c'est plus malin. Ça passe par des dossiers qu'on sépare. Alors qu'il faut les articuler. Il faut les articuler parce que si on les articule, on voit quelle est la politique de l'enseignement supérieur qui est développée dans ce pays. Et elle passe par des différenciations majeures. Merci beaucoup Daniel Tartakovsky d'avoir accepté d'être notre invité. Lundi, nous recevrons Mathilde Panot, députée France Insoumise du Val-de-Marne, pour nous parler de Notre-Dame-des-Landes, du zadisme et de l'écologie à l'ère Nicolas Hulot. Vous avez une question pour elle ? Oui, comment pense-t-elle la tension qui a été mise en évidence par bien des observateurs entre les prises de position relativement offensives d'Emmanuel Macron à l'échelle internationale et un certain nombre de mesures qui, à l'échelle nationale, paraissent quelque peu contradictoires avec ces grandes déclarations? Je vous transmettrai la question. Merci beaucoup.